Nous sommes à une époque où l'enseignement semble reprendre une place importante, au moins dans les discussions politiques. On sait que toute une série d'enquêtes, en particulier les enquêtes PISA, remettent en question les méthodes d'enseignement et surtout leur efficacité. En France, on a vu un certain nombre d'hommes politiques, depuis la rentrée de septembre 2016, s'interroger sur le bien fondé des réformes qui avaient été entreprises précédemment. Évidemment, ces polémiques s'inscrivent dans le cadre du jeu politique, mais derrière ce jeu, il y a des enjeux évidemment très très importants. Certains, à droite, souhaitent remettre complètement en question la politique qui a été menée par la gauche précédemment. C'est une position et une attitude tout à fait classique dans le système politique et parlementaire. En Belgique également, au mois de septembre, a été, non pas initiée, parce qu'il s'agit d'une démarche qui est déjà ancienne, mais en tout cas mise en œuvre, ce que l'on appelle le pacte d'excellence, qui vise, dans le cadre de l'enseignement secondaire, à rebattre les cartes et à considérer qu'il fallait peut-être avoir un tronc commun de base, comme en France d'ailleurs, c'était proposé également par la ministre de l'Éducation nationale en France, Najat Vallaud-Belkacem, en Belgique, dans le cadre de la fédération Wallonie-Bruxelles par Marie-Christine Schins, qu'il fallait donc peut-être prolonger le tronc commun de l'école primaire et veiller à ce que la spécialisation ne se fasse pas trop tôt. Et en particulier d'éviter ce clivage très net entre, d'une part, les études générales et d'autre part l'enseignement technique et professionnel. Ceci nous mène au cœur du propos que Mikhail Bakounine, le célèbre anarchiste russe du XIXe siècle, a mis en évidence dans cet article qu'il a publié semaine après semaine entre le 10 juillet et d'autre part le 21 août 1869. Ces articles ont été publiés dans un hebdomadaire qui s'appelait L'Égalité, et Bakounine a essayé de voir quelle place l'instruction, parce que c'est le terme qu'il utilise pour l'époque, pouvait avoir dans la refondation d'un nouveau monde. Alors ce qui est intéressant dans cette succession d'articles, c'est que Bakounine, même s'il fait des allers-retours entre les différents articles, puisqu'il s'agit de publications successives, donc les lecteurs n'avaient pas devant leurs yeux l'ensemble du raisonnement de Bakounine, Bakounine procède dans le cadre d'un véritable raisonnement qui ressemble un petit peu à une dissertation classique, avec des arguments et des contre-arguments face à l'enseignement tel qu'il était conçu à son époque. C'est donc à cette tâche d'analyse de ces articles que je vais m'atteler maintenant pour essayer de dégager les idées forces qui surgissent sous la plume de Bakounine. Et la raison de cet enregistrement, c'est que
plusieurs compagnons et compagnonnes qui, pour l'instant, au mois de janvier 2007, sont en pleine session d'examen et qui regrettaient de ne pas pouvoir assister à une conférence que j'allais faire dans le cadre d'un cycle de formation au sein de l'action culturelle anarchiste de Bruxelles, qui a été mise en place l'an dernier. Je leur ai dit de ne pas se soucier de leur absence, parce que, pour eux, ou pour elles, justement, j'allais enregistrer cette conférence préalablement. En tout cas, en reprenant les grandes lignes, et évidemment sous une forme magistrale, ce qui est inévitable quand on se trouve seul dans sa propre maison. Le côté interactif n'apparaîtra pas ici, d'autant plus que ma conférence sera suivie de deux autres, de deux compagnonnes qui sont enseignantes ou en voie de l'être et qui porteront sur l'éducation libertaire aujourd'hui, au début du XXIe siècle, et les limites que celle-ci peut, le cas échéant, avoir si elle devait être pratiquée. Je ne m'avance pas plus puisque je ne connais pas encore le contenu de leurs propos. Commençons donc cet exposé que j'ai intitulé « Instruction et société chez Mikhaïl Bakounine en 1869 ». Alors, mon exposé va comprendre deux grandes parties. Une première partie dans laquelle je vais exposer les arguments et les contre-arguments que Bakounine oppose face à l'idéologie dominante de la bourgeoisie de son époque quant à l'instruction. Dans un deuxième temps, je vais reprendre les idées neuves que Bakounine propose pour sortir de cette logique qui ne bénéficie pas à la classe ouvrière. Et enfin, dans un troisième temps, j'essayerai de mettre en évidence un certain nombre de critiques qui, me semble-t-il, peuvent être pertinemment opposées, ou en tout cas critiques qui peuvent être amenées à la lecture de ces 7 articles parus donc au mois de juillet et au mois d'août 1869. Je commence donc par le constat que Mikhaïl Bakounine fait lorsqu'il observe la société dans laquelle il vit. Et qu'observe-t-il? Il observe tout d'abord que la société du XIXe siècle en particulier est basée sur une division entre d'une part le travail manuel et d'autre part le travail intellectuel. Ça, c'est le point de départ qui va amener donc toute une série de raisonnements de sa part. Il va poser 2 questions qu'il va réfuter par des arguments. Première question, le travail intellectuel est-il, ou plutôt, je dirais, l'inégalité intellectuelle est-elle naturelle? Sa réponse est très clairement non. Tous les êtres humains ont une intelligence relativement moyenne, et s'il y a quelques déficiences, parce qu'il ne les nie pas, chez quelques très rares individus, ce que lui appelle dans les termes de son époque l'idiotie, il n'y a pas de raison d'en faire évidemment l'apanage d'un groupe social particulier. Et donc de considérer, en l'occurrence, que la classe ouvrière serait marquée par une tare de faiblesse sur le plan intellectuel. Même chose pour les génies.
il montre en fait que ce que l'on appelle les génies sont des cas extrêmement rares et qui peuvent, la plupart du temps, s'expliquer par un milieu social ou culturel privilégié. Donc, pour lui, l'intelligence moyenne sur le plan intellectuel est la règle, et en aucun cas, il ne faut en tirer une idée d'inégalité naturelle sur le plan des capacités de chacun, en tout cas sur le plan intellectuel. Pour lui, l'inégalité qui peut exister entre les individus sur ce plan-là n'est évidemment pas liée à une question génétique ou à une question qui serait propre aux individus pour des raisons constitutionnelles ou constitutives en particulier, mais l'intelligence résulte, et en cela il est darwinien si vous voulez, mais sans le dire, l'intelligence est liée à une adaptation au milieu. Et par conséquent, c'est l'âge qui nous permet, à la suite d'une accumulation d'expériences que nous faisons pendant notre vie, d'expliquer les liens que nous établissons plus ou moins facilement, et de plus en plus facilement avec l'âge, entre des phénomènes, ce que l'on appelle justement l'intelligence. Ensuite, deuxième question que Bakounine pose, c'est la question de savoir si l'inégalité intellectuelle entre les individus est nécessaire. Donc je rappelle que la première question concernait donc le caractère naturel de cette inégalité. Ici, il s'agit de son caractère nécessaire. Donc, l'inégalité intellectuelle est-elle nécessaire? À ses yeux, cette question est tout à fait absurde, puisque c'est l'action, c'est même le travail manuel qui est à l'origine de la culture. Alors, il ne se réfère pas à la science préhistorique qui, vous le savez, à cette époque-là, n'est nulle part. Je rappelle que la découverte du crâne de celui que l'on va appeler l'homme de Néandertal date de 1856. Ici, nous sommes en 1869. Mais c'est vrai que la science de la préhistoire nous a montré très largement que pendant des millions d'années, l'intelligence de l'être humain s'est construite à partir d'une adaptation au milieu qui lui a permis de survivre grâce au façonnement, la fabrique d'outils, justement. Donc pour lui, le travail manuel est premier. L'action est première. Et donc ça n'a pas de sens de considérer que l'intelligence intellectuelle, si je puis dire, dépasserait l'intelligence manuelle, puisque, en fait, cette intelligence de type intellectuel est en fait seconde et vient après. Elle n'est pas le point de départ, elle est un point d'aboutissement. Donc la capacité à abstraire, et à abstraire au point de construire des théories philosophiques ou métaphysiques très élaborées, eh bien tout cela en fait résulte d'un long processus. Mais que le point de départ, c'est bien le travail manuel, c'est bien l'action. Et c'est cette action qui permet véritablement l'émancipation des êtres humains et donc de l'humanité dans son destin qu'elle construit au fur et à mesure. Conclusion de tout ceci, c'est que, aux yeux de Bakounine, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être mis en
en évidence et qui le mène justement à en tirer un certain nombre de conclusions. Alors, premier élément, c'est que, on vient de le voir, l'intelligence est d'abord matérielle. L'intelligence est d'abord le fait de l'action qui précède toujours la pensée. Ensuite, l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence individuelle. C'est l'intelligence collective qui a permis à l'humanité de progresser. Les génies ne sont en fait que des exceptions qui sont mis en évidence régulièrement par la bourgeoisie, mais dans une fin particulière. Alors, à quoi renvoie ce discours tenu par la science officielle, par la science bourgeoise, cette science qui est l'expression de l'idéologie dominante, donc de cette classe sociale qui domine matériellement, économiquement, politiquement et socialement le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, ça sert évidemment à légitimer sa propre position. Donc, la bourgeoisie a conçu, a fabriqué, alors je ne dis pas que c'est, il ne dit pas que c'est consciemment, il dit que c'est un phénomène qui se produit pour un groupe social donné lorsqu'il domine la société. Donc, cette idéologie sert à légitimer le pouvoir par le savoir, et même s'il n'utilise pas le terme, enfin, on sait quand même que les anarchistes au XIXe siècle, en tout cas, encore maintenant, mais peut-être moins, avaient pour slogan « ni Dieu ni maître », et même si ça n'a pas été formulé tout de suite, en tout cas, l'aliénation de la religion d'une part et l'aliénation de la domination, ces deux aliénations sont au cœur de leurs propos. Donc en fait, l'idéologie dominante a pour fonction de faire taire les dominés. Et donc, le discours officiel qui peut être tenu en matière de psychologie, il parle de son époque, bien entendu, sur l'organisation de notre cerveau, est destiné à maintenir la bourgeoisie au pouvoir. Et donc, comme je le disais il y a quelques instants, s'il n'utilise pas directement le mot, il dénonce très clairement le cléricalisme. Mais le cléricalisme, pas entendu dans son sens étroit comme combat, plutôt comme, je dirais, comme position du clergé catholique de son époque, par exemple. Mais l'anticléricalisme des anarchismes est un anticléricalisme qui s'oppose à toutes les formes d'affirmation, de détention d'un savoir qui prétend de cette manière justifier, légitimer un pouvoir économique, pouvoir social, pouvoir politique, pouvoir sur les esprits. Donc il y a un lien très étroit qu'il met en évidence entre, d'une part, le savoir et d'autre part, le pouvoir. Et on a vu qu'il essaye de déconstruire cette notion de savoir pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel, mais bien d'une construction de type idéologique. D'autre part, le savoir, ou la science bourgeoise, a pour objectif de servir les intérêts, de servir la puissance de l'État, l'État qui lui-même n'est qu'un instrument au sein de la classe dominante que constitue la bourgeoisie. Puisque, à l'époque qui nous intéresse, peut-être pas en France, parce que depuis 1848,
il y a eu l'instauration du suffrage universel, mais enfin, parce que partout en Europe, il y a donc encore, à cette époque-là, le suffrage censitaire que s'est réservé la bourgeoisie et qui lui permet, sur base des revenus, de la fortune de ses membres, de pouvoir monopoliser le pouvoir politique. Je rappelle, puisque je suis belge et que j'enseigne en Belgique, qu'il va falloir attendre très longtemps pour que le suffrage universel, même sous sa forme modérée, soit d'application, après une série de luttes, bien entendu, sociales. Il faut attendre 1894 pour avoir le suffrage universel tempéré par le vote plural, et il va falloir attendre 1919 pour enfin avoir le suffrage universel pur et simple, mais réservé aux hommes de 21 ans au moins. En Belgique, il va falloir attendre 1948 pour que les femmes puissent disposer de ce suffrage universel. En France, 1944, et comme vous le savez, hein, le débat n'est pas terminé pour les étrangers sur le plan municipal, sur le plan législatif, etc. Donc, le problème, on le voit, est qu'il s'agit d'une véritable lutte de classe, de basse intensité, diront certains. C'est pas violent comme combat, mais il s'agit incontestablement d'une lutte entre des classes de longue durée. Maintenant, Bakounine va plus loin, et on voit en cela qu'il va se distinguer, et il va précéder la position qui va être prise plus tard par Lénine au sein du parti bolchevique. C'est que Bakounine tire la sonnette d'alarme. Il sous-entend, il ne dit pas explicitement, mais c'est que si le savoir sert à légitimer le pouvoir, il faut très clairement se méfier de ceux qui, dans un parti politique, pourraient tirer avantage, pourraient justifier leur prise de pouvoir, parce que eux savent mieux que la masse ce qu'il s'agit de faire pour faire avancer des idées révolutionnaires, des idées progressistes. Et donc il met en garde indirectement contre les positions qui seront prises par les bolcheviks plus tard, de la fameuse notion d'avant-garde éclairée du parti qui justifie donc le fait que certains s'arrogent le monopole du savoir de ce qui est bien, de ce qui est mal, et par conséquent laissent les masses, ou plutôt entraînent les masses derrière elles, alors qu'en fait, ça ne fait que justifier la création d'une nouvelle classe, si vous voulez, à l'intérieur de la classe ouvrière. Et on va voir d'ailleurs ce que ça va donner à l'époque léniniste, mais surtout à l'époque de Staline plus tard. Maintenant, quelle est la position de Bakounine quant à un renouvellement de la vision, de la construction de l'enseignement, de l'éducation, donc de l'instruction? Parce qu'il ne nie pas, a priori, que l'instruction puisse avoir quelque chose de positif. Le tout, c'est de construire cette instruction sur d'autres bases, qui ne soient pas celles d'une classe dominante. C'est ce qu'il va développer donc dans ces 7 articles entre le 10 juillet et le 21 août 1869. Alors tout d'abord, qui est concerné par le programme qu'il va développer? Tout d'abord, ou plutôt, il n'y a pas de tout d'abord, parce que pour lui, cet enseignement, cette instruction doit s'adresser à tout le monde, sans distinction. Donc, que vous soyez
membre de la classe dominante, que l'on ne peut pas supprimer comme ça d'un revers de main, qui est en place, ne fût-ce que dans une période de transition. On ne peut pas massacrer tous les bourgeois pour, du jour au lendemain, faire table rase. Non, ce qu'il vise, évidemment, ce n'est pas la destruction des bourgeois, c'est la destruction de la bourgeoisie en tant que classe sociale, entendons-nous bien. C'est que donc, aussi bien ceux qui exécutent à l'époque où il écrit, bien entendu, puisque lui ne veut pas de cette société-là, mais enfin c'est un constat, il y a des manuels et des intellectuels, en tout cas dans les générations qui précèdent, il dit qu'il faut avoir une formation qui combine à la fois le travail, ou plutôt l'apprentissage manuel et l'apprentissage intellectuel. Mais dans le public qu'il vise, il y a les deux sexes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau pour son époque. Il ne faut pas oublier que nous sommes en 1869, nous sommes en plein combat, si je puis dire, mais nous n'en sommes encore qu'à tous les débuts, au prodrome de ce combat des femmes de pouvoir accéder à l'enseignement secondaire général, et on n'est pas encore à l'époque, vous le savez certainement, où les femmes ont accès à l'enseignement universitaire. Les quelques femmes qui font des études de droit ou de médecine, à ce moment-là, n'ont pas l'agréation pour pouvoir exercer leur profession de médecin ou d'avocat. Il faudra encore attendre. Donc, il pose un jalon, comme d'autres d'ailleurs à son époque, quant à cette volonté de diffuser un enseignement qui soit valable pour les deux sexes. Mais, j'y reviendrai dans les critiques que je formulerai tout à l'heure, il n'y consacre qu'une seule ligne. Enfin, le principe est là, mais une seule ligne. Ce n'est pas... Son propos, c'est de développer une instruction pour les prolétaires. C'est ça son propos. C'est ça le problème numéro un pour lui. Ce n'est pas les femmes, mais il le cite quand même. Bon, c'est un homme de son époque, il ne faut pas l'oublier. Et alors, il y a un absent, bien entendu, c'est évidemment l'instruction pour les coloniser. 1869, on est, je dirais, au début de la très grande phase de la colonisation en Afrique et en Asie. Bien entendu, les Anglais sont présents déjà depuis le XVIIIe siècle en Inde, mais enfin, 1869, rappelez-vous, c'est la fin du Second Empire, le Tonkin est devenu français, mais enfin, bon, il y a encore une série de guerres qui vont se poursuivre, Cochinchine, etc., qui, à l'époque de Ferry, par exemple, Jules Ferry, et qui vont se poursuivre en Asie du Sud-Est. Même chose pour la grande période coloniale en Afrique subsaharienne. On n'est qu'au tout début. Vous savez que pour la Tunisie, le Maroc, il faudra encore attendre. L'Algérie, effectivement, ça a commencé depuis juin 1830. Pour les Anglais, on n'est pas encore très très loin. On est au tout début de la colonisation. Donc le fait qu'ils n'en parlent pas peut s'expliquer d'une part par la chronologie. Je vous rappelle que la conférence de Berlin, qui va couper le gros gâteau africain, date de 1885, ça c'est une chose. Mais en plus, c'est vrai qu'une fois encore, le problème numéro un de Bakounine, c'est l'instruction des prolétaires. Ce n'est pas tellement l'instruction des femmes, et ce n'est pas non plus l'instruction des colonisés. Manifestement, ce n'est pas son sujet, mais c'est un homme de son époque qui a des priorités. Maintenant, quels sont les fondements philosophiques de son programme? Alors, les fondements philosophiques de son programme, je crois qu'il y a trois branches, si vous voulez, trois veines, ou trois artères, ce serait juste de parler de sang,
neuf que de sang vicié. Alors, vous avez d'une part le matérialisme. Nous sommes à une époque où le matérialisme se développe. Il a pris naissance, je dirais, au XVIIIe siècle, autour de la coterie du baron d'Holbach avec Helvétius et d'autres. Le matérialisme progresse lentement. Il y a aussi évidemment l'influence de philosophes allemands comme Feuerbach, bien sûr. Il y a aussi la théorie scientiste positiviste d'Auguste Comte, qui joue beaucoup dans le chef de Bakounine. Et enfin, il a certainement une vision assez rousseauiste peut-être, mais autant Rousseau peut paraître peut-être un peu naïf ou utopiste dans le sens courant du terme, bien entendu, avec le mythe du bon sauvage, mais Bakounine n'en est quand même pas tellement loin. Alors, quelles sont les matières que Bakounine propose dans le cadre de son programme d'enseignement? Eh bien, il souhaite, je l'ai déjà annoncé, j'ai anticipé déjà mon propos, il s'agit d'une part d'une formation qu'il appelle scientifique et d'une formation industrielle. Les termes ne sont pas anodins. Formation scientifique et industrielle, nous trouvons très clairement pendant la révolution industrielle, derrière ces mots de scientifique et d'industriel, on trouve bien entendu toute cette dynamique de la science qui permet à l'industrie de se développer, avec les réserves que Bakounine a évoquées plus précédemment, où il expliquait bien que le travail manuel précède la réflexion intellectuelle et donc la réflexion scientifique. Il faut entendre derrière ces deux termes donc une formation qui soit à la fois théorique et pratique. Pour traduire dans les termes actuels, on dirait qu'il faut en même temps développer une formation générale et une formation technique et professionnelle dans l'enseignement secondaire. Ce qu'on essaye tout doucement de vouloir remettre en place, mais qui vivra verra, on n'est pas encore au bout du processus, parce que, on le sait bien, la bourgeoisie ne tient pas du tout, déjà pour que l'on mélange dans les classes à la fois des fils d'ouvriers et ses propres enfants, ça c'est déjà sûr. Et au malheur des malheurs, que l'on mélange des enfants d'immigrés considérés comme faibles sur le plan intellectuel, langagier, dangereux sur le plan social, et d'autre part ceux qui sont bien nés. Donc on voit tout de suite, et on l'a vu récemment dans le cadre de l'opposition aux lois relativement timides de Najat Vallaud-Belkacem. Alors le cursus commence tout d'abord au niveau de l'école primaire par un enseignement très général. Dans le fond, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, il n'y a pas de distinction au sein de l'enseignement primaire pour l'instant. On sait qu'il y a des écoles qui, comment dirais-je, où les élèves ne vivent pas dans le même contexte et où, pour des raisons sociales, bien entendu, mais pas pour des raisons liées au programme, n'arrivent pas au même niveau que dans les beaux quartiers. Ça, c'est une évidence. Au niveau de l'adolescence, là, il n'exclut pas du tout. Il cherche à la promouvoir une spécialisation. Mais s'il y a spécialisation, elle doit se faire après une formation générale et professionnelle commune, et il faut absolument que ce soit les élèves qui eux-mêmes choisissent par goût, par tempérament. Mais qu'est-ce que le tempérament? Le tempérament lui-même est le résultat d'un contexte social, d'une éducation. Eh bien, que ce soit les enfants, les adolescents qui par goût choisissent leurs études. Donc, il exclut
très clairement les choix qui pourraient venir des enseignants, mais aussi des parents. C'est en tout cas sa position. Maintenant, sur le plan méthodologique et pédagogique, comment, et là évidemment ça pêche par un certain nombre d'éléments qui ne sont pas mis en évidence, ils ne s'étendent pas du tout sur ce plan-là, donc les pédagogues seront extrêmement déçus en le lisant. Ils considèrent que l'autorité est bien au point de départ. Alors il ne dit pas pourquoi, mais on peut imaginer que l'enfant, quand il est petit, il n'est pas inintéressant qu'il y ait un certain nombre d'interdits qui soient destinés à le protéger. Il ne le dit pas, mais il dit que l'autorité doit être le point de départ. Le point de départ. Mais toute l'éducation doit viser à ce que l'enfant, puis l'adolescent, accède progressivement vers la liberté. On traduirait en termes contemporains, je dirais, la notion d'autonomie. Mais pour lui, c'est vraiment la liberté au sens plein du terme. Maintenant, sur le plan pédagogique, il met l'action au centre de cette pédagogie. Il a un a priori très clairement négatif contre ce que nous appellerions maintenant les sciences humaines. Le terme n'existe pas, en tout cas dans ce sens-là, à cette époque-là. Et donc, pour lui, la littérature, la philosophie, l'histoire, au niveau de l'enseignement supérieur, le droit, l'économie, tout ça, ça sent mauvais. Parce que toutes ces sciences humaines sont l'expression de l'idéologie dominante de la bourgeoisie. Donc, pour lui, l'éducation, l'instruction doit se faire sur base des sciences naturelles, des sciences expérimentales. Il ne dit pas, mais très clairement, parce qu'il considère que ce sont des sciences objectives, à l'inverse des sciences humaines qui sont subjectives, puisqu'elles font appel, justement, ou plutôt qu'elles reflètent une position sociale du groupe dominant. Pour Bakounine, alors là, il a une position ambiguë. Cet enseignement, par qui doit-il être fait? Très clairement, pour lui, par le peuple lui-même. Parce que les professeurs ne sont rien d'autre que des agents de l'idéologie dominante. Donc, par conséquent, ils sont pourris. Le mot qu'il utilise, c'est pas pourri, c'est abruti par l'idéologie dominante. Sans parler qu'un certain nombre d'entre eux font très clairement partie, même la grande majorité, de la classe dominante. Même s'il s'agit de la petite bourgeoisie, ils appartiennent quand même à la bourgeoisie. Donc, l'instruction ne doit pas se faire et ne doit pas transiter par les professeurs. Mais là, il y a un trou noir, évidemment, dans son raisonnement, parce que, bon, le peuple, d'accord, mais enfin, le peuple, comment aura-t-il acquis des notions de physique, de chimie, de biologie, pour prendre le cas? Donc, inévitablement, mais ça il ne le dit pas, il faut que ça transite, au moins à un moment donné, par des gens qui auront été formés dans le cadre de l'idéologie dominante. Mais en tout cas, pour lui, c'est le peuple qui doit se prendre en charge. Méthode pédagogique qu'il trouve très utile, c'est l'erreur. Et ça, je crois que les pédagogues, à l'heure actuelle, sont tous d'accord là-dessus. Il faut bien distinguer la faute et l'erreur peut avoir quelque chose de très formatif. Et il le met en évidence. Mais l'erreur, ça signifie que l'enfant ou l'adolescent prenne conscience de ce qui n'a pas marché dans son raisonnement et qu'il en trouve lui-même la faille. Quels sont les avantages maintenant de cette instruction qu'il appelle intégrale? Le terme est de lui. Il parle d'instruction intégrale, dans la mesure où il s'agit d'une instruction qui combine d'une part l'enseignement général et d'autre part l'enseignement technique,
donc ce qu'il appelle lui l'instruction scientifique et d'autre part l'instruction industrielle, mais instruction industrielle signifie que le corps est véritablement mis en action. C'est-à-dire que pour lui, on n'est pas dans les hautes sphères de l'intellect ou de l'abstraction. Ça veut dire que quand on manie des outils, lorsqu'on travaille sur des machines, c'est le corps qui, lui aussi, participe donc de la fabrication d'un objet, quel qu'il soit, ou d'un produit. Donc pour lui, cette instruction intégrale combine à la fois à l'émancipation de l'esprit, à l'émancipation du corps, même si chez Bakounine, le sport n'intervient pas du tout dans cette formation, entendons-nous bien. Il parle de gestes manuels, mais il ne parle pas du développement du corps humain. Mais alors ce qui est très important pour lui, c'est qu'il parle de valeurs. Il parle de valeurs. Alors les valeurs elles-mêmes sont l'expression d'une idéologie. Mais lui, l'idéologie, évidemment, parce qu'il ne nie pas l'existence d'une idéologie, je parle tout le temps d'idéologie, c'est parce que voilà, j'ai beaucoup lu Marx et donc c'est inévitablement, c'est un mot qui me vient aux lèvres, mais lui ne parle pas d'idéologie. Hein, c'est ce qui ressort de la lecture de ces différents articles. Les valeurs dont il parle, ce sont des valeurs populaires, c'est-à-dire des valeurs de la masse. Ce sont des valeurs anti-individualistes, dans le sens où elles sont anti-égoïstes. Parce que Bakounine n'est pas du tout contre le développement de l'individualité. Il est pour la promotion de l'individu. Mais l'individu, pour lui, ne peut s'émanciper que dans le cadre de la société. La société est faite d'individus, incontestablement. Donc l'individu ne doit pas être nié. Les valeurs qu'il met en évidence, c'est d'abord la solidarité. Et pour lui, la combinaison de ce travail, donc de cette instruction scientifique et de cette instruction industrielle, eh bien, va permettre de promouvoir la solidarité. Mais pas seulement la solidarité, la justice, et pas seulement l'équité. Hein, parce que l'équité, c'est un terme qui est mis à la mode depuis les ouvrages de Rawls. Mais la justice est indispensable parce qu'elle permet justement le développement individuel. Alors, après tout ceci, on pourrait se dire, mais d'accord, au fond, Bakounine est pour une instruction d'un autre type, au fond, que l'instruction de la bourgeoisie, mais finalement, il ne nie pas l'intérêt d'une instruction de type intellectuelle, combinée, bien entendu, avec une instruction manuelle. Oui, mais l'approche intellectualisante du problème ne l'intéresse pas, dans le fond. C'est un petit peu paradoxal, parce qu'en le lisant, on a l'impression qu'il veut promouvoir cette instruction qu'il définit comme intégrale. Et puis non, il revient en arrière. Il revient en arrière, oui, parce que pour lui, la seule approche qui compte, c'est l'approche matérielle. Alors, l'approche matérielle, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est que, et je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est que le présupposé dans son raisonnement, c'est que c'est l'action qui va permettre à l'individu de s'instruire et donc de s'émanciper. Ça, c'est l'idée centrale. L'action précède la pensée. Donc, il faut remettre la pyramide sur sa base et non pas, comme dans le système d'enseignement tel qu'il fonctionne à son époque, il faut-il le dire encore à la nôtre, à l'envers, où on valorise l'abstraction et le nec plus ultra, c'est de faire
des études où il y a beaucoup d'abstraction, et alors là, celui qui est admiré parmi tous, c'est le philosophe, bien sûr. Alors, Bakounine estime que le problème de base, c'est un problème donc social. Le problème le plus urgent à résoudre pour son époque, c'est avant tout le problème des conditions de travail. Conditions de travail qui sont extrêmement dures pour les ouvriers. Par conséquent, ce qu'il faut avant tout, c'est réduire le nombre d'heures de travail. Nous ne sommes pas en 1936, nous ne sommes pas à l'époque où on a déjà promulgué la loi conduisant aux 40 heures par semaine. On n'est pas à une époque où il y a des congés payés. Il n'y a bien entendu pas les conventions collectives de travail, les CCT. Donc il n'y a pas tout ça à cette époque-là. Et donc pour lui, ça c'est le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas l'instruction. L'instruction viendra après et va même découler de l'amélioration des conditions de travail. Parce que si le nombre d'heures de travail diminue, les ouvriers auront plus de temps libre, par définition, ils auront du loisir, ils pourront donc, pendant ces heures de loisir, avoir du temps pour se rencontrer, pour s'émanciper sur le plan politique en s'organisant dans des partis ou dans des syndicats, et alors à partir de là, ils vont pouvoir s'émanciper intellectuellement et moralement. Ce que Bakounine entend par morale, ce n'est pas la morale bourgeoise, il entend donc la morale au sens de solidarité, développement de valeurs comme la justice, hein, c'est de cela auquel il fait référence. Alors maintenant, quel est l'apport de Bakounine? Je vais reprendre un certain nombre d'idées que j'ai reprises de Bakounine précédemment pour arriver aux critiques. Alors la première chose, c'est que Bakounine considère que l'organisation des études est bien un produit d'idéologie dominante. Pour lui, la science bourgeoise est donc aliénante, elle est un instrument pour faire oublier aux ouvriers quels sont leurs vrais problèmes, pour leur empêcher d'accéder au pouvoir. Cette science, cette forme, cette instruction est destinée à dominer les masses. Elle est oppressante et donc le savoir est très clairement une violence sur les ouvriers. C'est une violence. On le voit bien d'ailleurs, même encore à l'heure actuelle, lorsqu'on a des enfants issus de milieux où il y a des difficultés sociales évidentes dans la famille, il est clair que un professeur, est là souvent un ennemi. C'est un ennemi parce que, consciemment ou inconsciemment, les enfants, les adolescents savent que les professeurs sont des représentants de la bourgeoisie. C'est-à-dire, évidemment, ce n'est peut-être pas perçu de manière formelle, mais très clairement, c'est clair. Le professeur représente l'autorité, même si ce n'est plus à l'heure actuelle l'autorité comme au XIXe siècle, bien entendu, où les écoles étaient des casernes, mais très clairement, le détenteur de l'autorité, c'est le représentant de l'État, c'est-à-dire de l'oppression, de ceux qui dominent la classe ouvrière. Donc, l'instruction, telle qu'elle est conçue, permet l'exploitation. Donc on retrouve ce trio bien connu, donc exploitation, domination, aliénation, les trois éléments étant conjugués de telle manière qu'ils permettent donc de mettre une chape de plomb
sur les revendications de la classe ouvrière et donc de l'affaire Terre. Donc, deuxième élément que l'on trouve chez Bakounine, c'est que l'instruction doit vraiment servir à développer toutes les potentialités des enfants et des adolescents, et même des adultes d'ailleurs. Donc il ne s'agit pas d'avoir cette coupure entre l'esprit et le corps, entre les intellectuels et les manuels, tous ces éléments ayant été mis en place à la suite de l'instauration des sociétés de classe. Il ne dit pas, mais depuis le néolithique, depuis la naissance de la propriété, du droit, ben, il y a de ça évidemment plusieurs milliers d'années avant notre ère, et éléments qui ont été repris par le christianisme, hein, donc cette distinction entre l'âme qui est belle, le corps qui est sale, tout ce qui est propre, l'âme est destinée, si elle est pure, à aller au ciel, c'est-à-dire vers le haut, tandis que le corps, étant associé au péché, est tiré vers les forces du mal, vers le bas, c'est-à-dire vers les enfers. Je rappelle que enfer vient d'un mot latin, infra, qui veut dire en dessous, à l'intérieur. C'est donc un retournement complet de l'instruction bourgeoise que veut s'attacher Bakounine. Pour lui, notre humanité ne s'acquiert que grâce à l'action. Et cette action, elle se manifeste par une valeur centrale dans le discours de Bakounine, comme chez Marx, à la même époque, c'est le travail. Évidemment, les anarchistes, ou une partie des anarchistes, peuvent aujourd'hui considérer que le travail, c'est une valeur elle-même construite par l'idéologie dominante. Il y a même des groupes comme le groupe Crisis en Allemagne qui considèrent que nous ne sommes plus dans une société où le travail devrait dominer. Pensez d'ailleurs à cette mesure qui a été mise en évidence dans le cadre de la primaire, puisqu'elle va avoir lieu dans 15 jours en France par Benoît Hamon, de cette idée de revenu universel garanti, que quelque part derrière tout ça, il y a l'idée que le travail n'est plus un élément constitutif de notre société. Nous serions dans une société post-travail, une société où le travail va être progressivement rendu obsolète, puisque progressivement les machines vont prendre tout le travail, ou feront tout le travail des êtres humains. Le travail, il y en aura de moins en moins. Il va se faire rare, et qu'une des solutions de l'avenir, c'est que, effectivement, il y ait ce revenu universel qui permette à chacun d'avoir en tout cas des revenus élémentaires. Bon, maintenant, je ne rentre pas dans cette polémique, je n'ai pas dit que moi que je défendais cette position, mais en tout cas, c'est ce qui est défendu par certains, et en particulier maintenant en France, au sein du Parti socialiste, au sein de la primaire. Certains ont déjà évoqué le coût qui dépasserait plus de 300 milliards d'euros par an. Donc, le peuple doit se réapproprier l'instruction. Les professeurs, qui sont les gendarmes de la société, n'ont pas de légitimité. Et donc, très clairement, la distinction intellectuelle qui est faite entre les manuels et les intellectuels, cette distinction intellectuelle n'est rien d'autre que l'expression d'une hiérarchie de classe. Et cette notion, dès les années 60, a été très bien mise en évidence par les travaux de Bourdieu et Passeron, cette idée de capital culturel à côté d'autres formes de capitaux, et que les héritiers ont évidemment, lorsque vous naissez dans un milieu favorisé, un milieu où on dispose d'un certain
certaines traditions et d'un certain capital culturel, vous avez évidemment beaucoup plus de chances de réussir que si vous appartenez à un milieu où les parents sont analphabètes. Pour nous, ça semble aller de soi. Mais l'école républicaine en France, qui est basée sur la notion de mérite et non plus sur la notion de privilège, comme sous l'Ancien Régime, cette école est basée sur une idéologie qui a la valeur que peut avoir toute idéologie, qui peut paraître plus positive évidemment que la précédente, mais c'est un grand mythe quand même, hein, que cette école républicaine. On sait qu'en France, l'aristocratie de sang, ce qui ne veut rien dire du tout, bien entendu, je parle de la noblesse d'Ancien Régime, a été remplacée par la noblesse d'État, ben là aussi Bourdieu est passé par là, et qu'il existe, on a reconstitué une élite, et d'ailleurs en France c'est un pays qui est extrêmement, qui n'est jamais sorti de cette logique depuis l'Ancien Régime. On a remplacé une noblesse par une autre. Quand vous voyez le système des grandes écoles, des concours, on sait très bien que ceux qui accèdent et qui réussissent les concours et qui obtiennent ces diplômes sont très majoritairement issus des classes dominantes. Il n'y a pas de doute, statistiquement c'est prouvé, et même s'il y a, comment dirais-je, si on a assoupli les règles en faisant entrer un certain nombre de gens par le biais des quotas issus des banlieues, tout ça est marginal et sert essentiellement à légitimer l'école républicaine qui, dans ses principes, paraît très généreuse, mais qui, dans les faits, n'a pas résolu, dans le fond, tous les problèmes. J'en arrive maintenant aux critiques. J'en ai déjà formulé un certain nombre à l'encontre des théories de Bakounine. Alors, il y a 3 points noirs, si je puis dire, sur le plan intellectuel, sur le plan social et sur le plan pédagogique. Tout d'abord, sur le plan intellectuel. J'ai tout à l'heure mis en évidence, mis en exergue le fait que, pour Bakounine, il y a une distinction au sein même des sciences, entre les sciences naturelles et les sciences humaines. Sa préférence, et c'est plus qu'une préférence, va très nettement aux sciences naturelles, car elles sont, entre guillemets, plus pures, plus proches, elles permettent plus aisément d'atteindre l'objectivité que les sciences humaines qui seront toujours le reflet de l'idéologie dominante. Et c'est la raison pour laquelle, pour lui, et en cela il est bien l'héritier d'Auguste Comte, il n'y a qu'une science humaine qui, à ses yeux, trouve, comment dirais-je, constitue oui, je ne trouve plus le mot maintenant, je ne trouve plus le mot, enfin je vais trouver un autre mot, donc ici, il n'y a qu'une science humaine qui vaille la peine, voilà, c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin vous voyez, vaille la peine véritablement et permette effectivement de faire progresser notre connaissance de la société, c'est justement la sociologie telle que la conçoit Auguste Comte, qui est une science, la sociologie qui est une science positive, dans la mesure où elle permet d'établir des lois. Des lois, presque des lois mécaniques, scientifiques, ce que en aucun cas ne peuvent la philosophie, le droit, l'histoire, l'économie, etc., qui seront toujours imprégnés de cette idéologie de la bourgeoisie à son époque. Alors maintenant, sur le plan pédagogique, je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de lacunes. Bakounine n'est pas un pédagogue. Son projet est un projet politique, ne l'oublions pas, c'est un homme politique, Bakounine. Et il évoque
la notion, la seule notion au fond qu'il évoque très clairement, c'est la notion d'erreur. Il estime que l'erreur a une véritable qualité pédagogique dans l'information. Mais pour le reste, Bakounine ne dit pas quelle place doit avoir le cours magistral, par exemple, dans l'enseignement. Il ne dit pas qu'en tant que tel, on doive faire des expériences dans la partie générale de la formation en secondaire. Il dit, voilà, il faut une partie générale, dit-il, mais sous quelle forme? C'est le professeur qui parle à ses élèves seulement ou l'on agit sous forme d'expérience? On est toujours dans la partie générale, je ne parle pas ici de la partie pratique où l'on peut se trouver dans un atelier. Donc là, sa méthode est-elle inductive, déductive? C'est pas clair. Pourtant, depuis Francis Bacon, donc depuis le début du XVIIe siècle, la voie avait été tracée dans The New Atlantis. Donc c'est ce 27, parce que ça a été publié après sa mort. Ah non, je dis des bêtises là, il est mort en quelle année? Oui, c'est en 1626 que ça a été publié, The New Atlantis, sauf erreur de ma part. Un personnage qui viendra après, un anarchiste qui viendra après Bakounine, développera davantage de considérations d'ordre pédagogique. C'est Sébastien Faure, par exemple, mais il viendra plus tard. Bakounine, lui, reste très vague. Maintenant, sur le plan social, j'ai évoqué aussi un certain nombre de critiques. Il y a un certain nombre d'exclus dans son raisonnement. Je vous ai dit que les femmes, il ne raccorde finalement qu'un mot. Il dit simplement que cet enseignement est destiné aux deux sexes. Ben, en tant que tel, la condition de la femme n'est pas évoquée. Les femmes exerçaient-elles le même métier en 1869 que maintenant? Non, donc on ne peut pas lui reprocher effectivement de poser le problème des luttes féministes comme aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que cet aspect-là n'est pas du tout développé. Le problème de l'inégalité entre l'homme et la femme n'apparaît nulle part, en tout cas dans son propos. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que la domination dans les colonies, et par conséquent le problème de l'instruction dans les colonies, n'intervient pas du tout non plus dans son raisonnement. Je rappellerai, mais ça c'est pour le XXe siècle, c'est que lorsque les Belges, je dis les Belges parce que nous sommes ici en Belgique, lorsque les Belges, c'est on peut dire la même chose pour les Français ou pour les Anglais ou les Néerlandais bien entendu, vont développer un enseignement au Congo, les écoles seront destinées uniquement à fournir de la main-d'œuvre, soit comme fonctionnaires, dans le meilleur des cas, et on ne pourra pas faire des études au-delà de 14 ou 15 ans, mais la plupart du temps, bien entendu, de former des ouvriers qui vont travailler dans différents secteurs, dans les mines, dans les plantations ou sur des machines. Mais en aucun cas, la notion d'émancipation, ça paraît même tellement évident que j'ai presque honte de le dire ici, mais il faut peut-être rappeler que le discours colonialiste tel qu'il était tenu très longtemps jusqu'à l'indépendance en Belgique, du Congo en 1960, c'était que la Belgique était censée apporter la civilisation aux Congolais. Voilà. Alors que les Congolais ne pouvaient pas faire d'études supérieures, d'études universitaires. Donc c'était très clair. Donc voilà, si je dis ceci, c'est pas du tout pour remettre en cause l'apport original de Bakounine en ce qui concerne donc l'instruction intégrale, mais c'est quand même pour dire que c'est un homme de son époque qui pose les problèmes qui se posent en priorité pour lui, donc voilà. Mais il ne pouvait pas aller au-delà, ce n'est pas non plus un prophète. Maintenant, ce n'est pas, ce que je dis maintenant, ce n'est pas pour le dédouaner, il aurait pu quand même y penser, il aurait pu y penser. Voilà, donc après avoir évoqué ces trous noirs, après avoir évoqué un certain nombre de critiques, j'en arrive à la conclusion.
quelle place aujourd'hui, ou quel rôle aujourd'hui les anarchistes, les libertaires, doivent-ils accorder à l'instruction? Le mot d'ailleurs a disparu. On parle encore d'instruction publique dans certaines communes en Belgique, mais il y a longtemps qu'on ne parle plus du ministère de l'instruction publique. On parle du ministère en France de l'éducation nationale. En Belgique, on parle du ministère, en tout cas pour la communauté Wallonie-Bruxelles, la fédération Wallonie-Bruxelles, on parle de ministère de l'enseignement obligatoire ou de l'enseignement non obligatoire, c'est-à-dire l'enseignement promotion sociale, enseignement supérieur, universitaire, non universitaire, puisque c'est confié à deux ministres différents. Donc, quelle place, quel rôle doivent accorder les anarchistes à l'enseignement? On a bien compris que pour Bakounine, l'instruction doit se faire par le peuple, pour le peuple. Il est tout à fait clair là-dessus. L'action est au cœur de l'émancipation de l'être humain. Maintenant, les enseignants, qui sont des libertaires, qui sont des anarchistes, dans le cadre presque inévitablement, je dirais, de l'enseignement officiel, puisque il n'y a déjà pas beaucoup d'anarchistes, mais enfin quand il y en a, et lorsqu'ils sont enseignants, la plupart du temps, ils sont évidemment dans l'enseignement officiel, c'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires d'État, ce qui est un petit peu paradoxal, bien entendu. Leur rôle, leur fonction, n'est évidemment pas de reproduire des injonctions qui, venant d'en haut du ministère, conduiraient à la reproduction d'un système qu'eux-mêmes dénoncent et combattent. Ça n'aurait pas de sens. Ils seraient schizophrènes. Et ils seraient tout à fait incohérents, inconséquents avec eux-mêmes. Donc très clairement, ils doivent tenter de promouvoir des méthodes d'enseignement où l'élève est vraiment au cœur du système pédagogique, où l'élève est la parole, où l'élève puisse s'émanciper et où, dans la mesure du possible, dans le maximum de cours, il puisse développer différentes compétences, puisque c'est un mot à la mode, de telle manière que les disciplines ne s'enferment pas dans une méthode de type intellectualisant. Il y a de nombreuses formes d'expression artistiques, gestuelles, qui peuvent être appliquées dans différents cours. Des méthodes actives, autrement dit. À côté de ça, il existe des écoles qui promeuvent, depuis un siècle, la pédagogie active, justement. Parmi ces écoles, il y a, entre autres, les écoles Freinet, qui sont essentiellement des écoles primaires. Freinet lui-même était communiste, mais c'est un communiste un peu libertaire, hein, en tout cas sur le plan pédagogique, très certainement, même s'il a fait partie entre 1926 et 1952 du Parti communiste français, à une époque où le Parti communiste était très stalinien, justement. Il y a aussi les écoles de Crolly, mais dans les faits, les écoles de Crolly s'adressent à un public qui est issu de la classe dominante. Les enfants que l'on trouve dans les écoles de Crolly sont issus des milieux nantis. Il existe d'autres formes de pédagogie. Il y a aussi des pédagogies ou des tentatives de pédagogie qui ont été mises en place d'ailleurs par les pouvoirs publics, mais à titre expérimental. Maintenant, des écoles
anarchistes basées sur des principes libertaires, il y en a, mais elles sont extrêmement peu nombreuses, puisque par définition, il faut des subsides, enfin il faut des fonds pour que les professeurs, ou plutôt ces enseignants, puissent mener à bien un projet de type libertaire, et donc il s'agit d'écoles privées, même si ces écoles privées ne cherchent bien entendu pas à s'enrichir. Il y a aussi des écoles où l'autogestion essaye de s'implanter par choix des professeurs, mais il n'est pas toujours facile, dans une équipe pédagogique, une école pédagogique d'une école publique, de trouver une majorité, voire une unanimité d'enseignants allant dans cette voie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Action culturelle anarchiste de Bruxelles, dont il était question dans cette introduction, souhaiterait combler au sein de la capitale belge cette lacune en mettant en place un dispositif très léger, bien entendu, puisqu'il se base sur le bénévolat, sur l'idéal et sur les disponibilités de chacun, parce que ceux qui en sont membres sont soit étudiants, soit ont des activités professionnelles, et entre autres enseignantes, dans la vie de tous les jours. Donc, ACAB, donc Action culturelle anarchiste de Bruxelles, voudrait créer, ou plutôt est en train de mettre en place, puisque dès ce mois de janvier, il y aura déjà des activités qui seront instaurées, une sorte d'université populaire ou d'Athénée libertaire, pour utiliser un terme que les anarchistes connaissent mieux, qui viserait en fait à, d'une part, permettre aux enfants du quartier dans lequel le local où nous sommes établis, de constituer une petite école de devoirs, de pouvoir également alphabétiser les adultes qui ne trouveraient pas d'autres structures adaptées à leurs besoins, ou en tout cas à proximité de leur lieu de travail, parce que le problème de la proximité est quand même assez important. Également pour des gens qui sont en décrochage sur le plan social. Il s'agirait également de mener un certain nombre d'activités de type éducatif, et pas du tout du point de vue paternaliste, en allant dans des musées, en établissant, en créant des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture aussi, en organisant des conférences destinées à toutes et à tous, en essayant de sortir de l'intellectualisme, en essayant de répondre aux besoins des gens sur base de problèmes concrets, en invitant un certain nombre d'acteurs de terrain, en ayant une permanence juridique également, une permanence sociale. Bref, vous voyez, il s'agit d'un très vaste programme qui, puisque nous n'en sommes qu'à nos débuts, semble aller dans tous les sens et peut paraître utopique, mais s'il n'y avait pas le rêve, pourquoi continuer à vivre ? D'autant plus qu'ici, il y a la volonté de réaliser ces rêves. J'ai dit.